le reconditionné, pour le coup, on était très bien positionné, à la fois pour le réveil écologique, j'ai envie de dire, de la population, mais aussi le besoin de s'équiper à pas cher. Et aujourd'hui, c'est vraiment comment on arrive à pousser les gens à avoir une conduite un peu plus vertueuse, à abandonner un peu la voiture, notamment ce qu'on appelle l'autosolisme. On a onboardé plus de 100 personnes pendant le premier confinement, des personnes qui n'ont jamais vu leurs collègues de travail. Donc toi-même, tu dois rassurer les gens tout en ayant une pression très très forte et en gardant un peu le poker face, quoi. Aujourd'hui, on propose plus de 25 moyens de se déplacer sur courte ou moyenne distance, donc on a vraiment évolué. Bonjour à tous, je suis Noémie Coget, directrice adjointe de TechRox. Et comme le podcast entre Julien Delon et Hugo Venturini vous a plu, eh bien nous avons décidé d'en refaire un avec deux invités. En l'occurrence, j'accueille Cyril Morcrette et Quentin Le Brouster. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, du coup, on va passer à la phase présentation. L'idée, c'est que vous vous présentiez chacun. Donc, on commence par Cyril, puis Quentin, on te laissera la parole. Bien, bonjour Noémie, bonjour Quentin. Moi, je suis Cyril Morcrette, je suis le CTO de Mappy. Voilà, donc Mappy, un pionnier d'internet, hein, voilà, donc mais on a su se renouveler. Bon, aujourd'hui, je manage à peu près soixantaine de personnes. L'équipe technique, c'est un peu ça, qui est en croissance en ce moment, puisqu'on a été racheté il y a quelques mois et pour vraiment grandir, notamment dans tout ce qui est mobilité. Puis pour me présenter un peu, moi voilà, ça fait quand même un petit peu de temps que je suis dans la direction technique et CTO. Parce que j'ai monté, donc je suis parti aux États-Unis après mes études, où j'ai pu être au MIT et là-bas j'ai rencontré du monde et on a fait une start-up aux États-Unis. Donc là, j'ai commencé très tôt ma carrière de CTO. Puis après, je suis passé dans le monde des télécoms, du média, et puis pour finir chez une aventure technologique sur Mappy. Super Cyril, merci. Et Quentin, si tu peux te présenter en quelques mots Ouais, également. bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Quentin Le Brouster. Je suis un des 3 cofondateurs de la société Back Market et le directeur technique en charge aujourd'hui de la partie tech et produits chez Back Market. Back Market, c'est une entreprise marketplace dédiée à la vente de produits reconditionnés. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre tous les produits électriques et électroniques et de leur redonner une seconde, une troisième, une quatrième vie au travers de la plateforme. On est très international, on est ouvert dans une douzaine de pays aujourd'hui avec la volonté d'en ouvrir 9 de plus cette année. Donc beaucoup d'enjeux. Voilà, et puis après en termes d'équipe, on est à peu près 450 employés, dont 150 sous ma direction à la tech et aux produits. Ok, super. Merci beaucoup à vous deux pour ces précisions. Je me permets d'en apporter une également. Alors, je précise que les points de vue que vous allez développer sont les vôtres, hein, pas nécessairement ceux de vos sociétés respectives. Alors, on avait une question notamment concernant 2020. L'idée, c'était de savoir un petit peu comment vous aviez traversé cette année, une année finalement de stop and go, notamment autour du confinement, sur le retour éventuel au bureau, etc. Comment s'était passé pour vous et vos équipes côté de Mappy et de Back Market? Je peux commencer. Bah ouais, bah comme tout le monde, je pense comme tu dis, stop and go, je pense que c'est le bon terme. Nous, ça a été particulièrement compliqué parce que on a changé de groupe et dans le groupe d'auparavant, ils se sont pris quand même la crise Covid vraiment en pleine tête. Ça a été très violent et donc du coup, on a même dû mettre en place chose que j'avais jamais fait auparavant, du chômage partiel parce que voilà, on était dans l'inconnu total et en termes de, puis tu vois, tes ventes t'arrêtaient immédiatement puisqu'on vraiment on était vraiment dans la publicité, notamment locale, et les commerces étant fermés, ils ont préféré aussi arrêter immédiatement tout ce qui était publicitaire. Donc ça a été vraiment un truc un peu étrange. Et puis il y a eu tout ce process effectivement de reprise. Ça a donné effectivement un élan différent puisque là ça a été il a fallu qu'on remette du monde effectivement en place pour faire avancer des choses et puis ne serait-ce que travailler avec ceux qui s'intéressaient à nous. Puis du coup, on a relancé la machine. Puis une fois que le confinement était terminé, il a fallu encore gérer le retour au bureau, puis les allers-retours, et puis surtout découvrir les aléas de tout ce qui était full remote quand c'est pas dans ton ADN. Un peu comme beaucoup de monde soudain croître et puis rencontrer en fait plus des facteurs, des problèmes humains plutôt que des problèmes techniques en fait. Ok, et juste question par rapport à ça, Cyril, c'est
Donc, tu disais, vous étiez pas habitués chez Mappy au full remote et Bah, aujourd'hui, maintenant on que vous avait, y êtes ouais, pardon. On avait, bah, en fait, à un moment, on avait eu une petite séance d'entraînement avec les grandes grèves, de décembre, puisqu'on a quand même, passé quand même pas mal de trucs en France, hein, c'était c'est rigolo. Donc on était entraînés, mais, je veux dire, on avait la compétence technique pour le faire. Le passage en remote, c'était pas très compliqué. Par contre, on était toujours à essayer de faire venir les gens pour se rencontrer. On avait toujours des process agiles qui demandaient quand même de la présence physique. Et voilà, on n'avait pas toute l'animation et puis comme je le disais, le rapport humain et managérial pour pouvoir gérer effectivement du full remote. Techniquement, pas de problème. Humainement, c'était un peu plus difficile. OK et du coup, toi, Quentin, chez Back Market, comment ça s'est passé justement en 2020? Bah, 2020, ça a été une année, pour le peu, étrange effectivement. Nous, ça a pas mal, bon, bah, dès l'annonce du confinement, on s'y était un peu préparé, hein. Nous, les salariés n'étaient plus là depuis 2 jours. Ils avaient déjà tous récupéré, leurs ordinateurs. Passer en full remote était évidemment, la seule option qu'on avait. L'avantage, c'est que déjà à la tech, nous, on avait une culture assez forte sur le remote puisque, n'importe qui à la tech, mais aussi dans la société, pouvait déjà faire 2 jours de télétravail par semaine. Donc on était globalement équipés, pas forcément à scale. Nos 15 premiers jours ont été un POC sur Meet pour voir si Google Meet pouvait l'emporter sur Zoom. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à l'emporter et donc du coup, on a ouvert une petite enveloppe budgétaire, l'histoire d'équiper tout le monde pour être sûr qu'on puisse travailler dans des conditions à minima correctes en termes de qualité visuelle, parce que c'est vrai que la fatigue visuelle d'enchaîner les Zoom meetings, c'est assez compliqué. Nous, côté, de la boîte, le premier er confinement a été plutôt, prometteur puisque, bah, tous les foyers, en France, mais aussi dans les pays où on était ouverts, avaient besoin du jour au lendemain de s'équiper un device par, membre de la famille, hein, parce que quand on a 3 enfants, un ordinateur familial ne suffit pas pour suivre, 3 niveaux de cours, en parallèle. Et c'est vrai que le reconditionné, pour le coup, bah, on était très bien positionné, à la fois pour, le réveil écologique, j'ai envie de dire, de la population, mais aussi, le besoin de s'équiper à pas cher. Et donc, on a eu, un gros boost de croissance pendant le premier confinement sur tous, nos accessoires, ordinateurs, webcam, clavier et cetera. Donc ça, c'était intéressant. Après, on a eu un revers sur le business puisqu'on a eu une crise de l'offre et de la demande. Bah, parce que tous les ponts aériens étaient fermés, les produits ne circulaient plus. Et comme, en France, on récupère qu'un seul million de produits et qu'on en vend 2 de notre côté, bah, il nous manquait, des produits à vendre. Donc on n'a pas manqué, d'imagination en tout cas pour réussir à les trouver et à faire en sorte de continuer l'année dans des conditions sereines. Un gros big up, aux équipes parce que, tout le monde s'est, creusé le cerveau et a réussi à rebondir à chaque fois qu'on avait un petit pépin, quoi. On a même, aussi, pu, glisser des petites évolutions produits, qui nous faisaient marrer, toujours dans, dans l'identité de Back Market, hein. C'était un peu, je me souviens lors du premier confinement par exemple, il y avait, heu, il y avait plus de stock de papier toilette dans les grandes distributions et on a autorisé les gens à payer avec du papier toilette sur le site. Donc ça nous faisait bien marrer dans le funnel. C'était l'histoire de dédramatiser, Tant que tu fais pas du recyclage de papier toilette, ça va. exactement. Donc voilà et puis après, au cours de l'année, nous on est une boîte, même si on était déjà culture remote, on aime bien faire les fêtes, on aime bien se voir, se rencontrer, partager. Ça a été très compliqué puisque, on a onboardé plus de 100 personnes, pendant le premier er confinement, des personnes qui n'ont jamais vu leurs collègues de travail. Donc très vite, on a redemandé aux gens de revenir lors du déconfinement au bureau au moins une journée par équipe Ouais. pour continuer de créer ce lien et que les personnes voient finalement à minima leurs collègues. Et c'est quelque chose qu'on n'aura pas lâché, même avec le second confinement. On tenait vraiment à ce que les premiers jours des nouveaux salariés se fassent au bureau avec leur manager, pour qu'ils ne soient pas perdus. Parce que c'est vrai que commencer un nouveau travail quand on est chez soi en pantoufles devant un Zoom, c'est quand même un peu moins excitant que de découvrir les nouveaux bureaux, la culture de l'entreprise et autres, quoi. Donc voilà, donc on a pas mal, privilégié, la rencontre dès que c'était possible, dans les normes, de sécurité, qui nous étaient autorisées, On quoi. a eu le même problème, si je peux reprendre, on a eu le même problème, nous, où, les nouveaux qui sont arrivés, on n'a pas pu transmettre, enfin on n'a pas, c'est un truc qu'on est en train de faire évoluer justement, ça nous a obligés à nous faire évoluer sur tout ce qui est la culture et les valeurs.
C'est pas fini, hein, c'est encore un process qui est en cours, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui arrivaient qui se comprenaient pas en fait. Avec les diverses personnes qui arrivaient dans les équipes, on a eu un peu de turnover et en fait, à distance, ça passait difficilement et le jour où on a pu remettre les équipes, on a dû insister, hein, parce il y avait un peu le syndrome de la cabane. C'est-à-dire qu'après le premier confinement, les gens étaient bien chez eux, hein, voilà, enfin surtout à la tech, beaucoup moins, tous les gens qui faisaient de la conception par contre, ils avaient envie de revenir, ils avaient envie de se revoir. Par contre à la tech, pas obligatoirement. Donc il a fallu, un peu les secouer pour dire: «Si, si, vous venez» Pour et ça a revenir, débloqué plein de situations. Le fait de se voir en vrai, même en termes d'efficacité, même dans le travail technique, ça a vraiment aidé, les gens se comprenaient alors que par mail ou même pas enfin ils faisaient pas un zoom à chaque fois et par Slack ou par échange, à travers, je sais pas moi, les Git, c'est les choses, ils se comprenaient pas et du coup, même si limite s'engueulaient et alors qu'en une journée, on a réussi à débloquer un nombre de situations incroyables. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment aussi insisté pour que les gens reviennent, jusqu'à ce qu'on nous demande de plus venir, mais voilà, quoi. Voilà, comme quoi l'humain est assez, comment encore, très, très important, même dans nos travails technologiques. Voilà. complètement. Complètement et du coup, c'est marrant parce que Quentin, tu parlais du fait de rebondir et je crois que pour tous les 2, il y a eu quand même un gros rebondissement, pendant l'année 2020. Donc je propose que vous nous en parliez un petit peu. Il me semble que, voilà, que vous avez connu un grand changement dans vos sociétés respectives. Cyril, de ton côté, donc Mappy s'est fait racheter et toi, Quentin, Back Market, me semble-t-il, a fait une levée de fonds, très importante, voire très, très importante de 110 millions d'euros. Donc je vous propose justement de nous parler un petit peu de comment vous avez vécu ça de l'intérieur et de nous faire un peu vos retours, sur ce type de changement, de votre point de vue. OK. Bah, ouais, oui, ça a été un gros changement pour nous parce que nous, ma fille, ça faisait 2 ans qu'on travaille, sur la révolution, de la mobilité qui est en cours, alors qui a été un peu ralentie là avec, la crise sanitaire. Mais, faut voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même si les gens s'en rendent pas compte, notamment, tout ce qui est ce qu'on appelle la mobilité servicielle, qui fait partie de la loi maintenant, hein. C'est pas juste un concept, délirant. Aujourd'hui, c'est vraiment comment on arrive à pousser les gens à avoir une conduite un peu plus vertueuse, à abandonner un peu la voiture, notamment ce qu'on appelle l'autosolisme. C'est ce qui arrive beaucoup dans les grandes métropoles, enfin, tu vas à Toulouse, il y a des bouchons sans fin, et cetera, mais même, on parle pas même pas de Paris. Et à l'arrivée tout ce qui est les ZFE, donc l'interdiction dans les centres-villes d'avoir des voitures, polluantes. Et donc du coup, comment, on peut commencer à mixer les transports, les déplacements et toutes les plateformes qui sont autour de ça, notamment les plateformes qu'on appelle, donc MaaS, donc Mobility as a Service. Et nous, ça faisait un petit moment qu'on travaillait dessus, donc qu'on commençait à proposer pas mal de choses, notamment, sur Mappy, on a toujours une image de cartographe uniquement, mais en fait, nous, ça fait depuis très longtemps qu'on a viré sur le déplacement. Aujourd'hui, on propose plus de 25 moyens de se déplacer sur le court, long ou moyenne distance, donc on a vraiment évolué. Et ça nous a demandé vraiment beaucoup de choses au niveau algorithmie, au niveau performance. Et ça, on avait commencé un peu à le présenter un peu partout et ça a été remarqué par plusieurs sociétés, notamment qui avaient besoin d'accélérer parce que là aujourd'hui, ça y est, le marché déjà maintenant qui est en train de se regrouper, est en train de s'agréger sur autour de voilà, même des gens comme Uber, hein, qui ont racheté des sociétés de vélos ou de trottinettes, c'est pas un hasard, ou même BlaBlaCar, hein, qui aujourd'hui fait de la trottinette. Donc c'est vraiment les gens maintenant commencent à dire on va commencer à avoir de la multimodalité, voire de l'intermodalité, c'est-à-dire combiner les moyens de transport et puis surtout commencer à vendre les billets et dans une seule application avoir la vente du billet et l'ensemble des billets pour tout un trajet, non pas juste sur un mode de transport en particulier. Comme on a pas mal été actifs de ce côté-là, et puis pendant le premier confinement, effectivement, la RATP qui avait besoin d'accélérer un petit peu de ce côté-là, ben, s'est rapproché de nous. Il y en avait d'autres, hein, qui en ont profité parce que étrangement, c'est une période où on pourrait se dire que tout s'est arrêté. En fin de compte, je crois qu'on en avait parlé pas mal dans TechRox, hein, il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à se rapprocher, à voir quand il y a eu des changements de fond. Il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont dit, bah, tiens, c'est peut-être le moment de bouger. Et ouais, donc du coup, c'était un process un petit peu long parce que voilà, la RATP, ils ont des règles un peu fortes, donc ils ont vraiment sondé pour savoir si Mappy était vraiment ce qui leur permettrait d'accélérer sur le MaaS. Et donc voilà, c'était une période assez étrange parce que c'était, comme j'ai dit, une période où il a fallu gérer une incertitude en termes de vente et de budget, et donc continuer à malgré tout avancer. Et puis, soudain, il y a ce process des gens s'intéressent
à vous, ils commencent à vous demander de faire des due diligence. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des audits extrêmement poussés, mais je pense que Quentin les eu les mêmes avec le levée de fonds, hein, c'est pas on donne pas 110 millions d'euros comme ça. Bah, après, donc il a fallu, du coup, les mobiliser un peu les gens sans et malheureusement, on peut pas trop leur dire ce qui se passe. On peut leur alors on est obligé de leur dire, hein, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'il y a des gens qui sont prêts à investir, beaucoup de choses sont confidentielles et donc tu es obligé de les le CTO peut pas porter tout, il a pas toute l'expertise, même si on est très intelligent. Mais non, en fait, c'est les équipes qui les portent. Donc au final, quand il y a des experts en face, faut mettre les experts à toi, mais ça rend les trucs un peu compliqués. C'est-à-dire qu'il faut pas dire qui y a en face. Donc c'est voilà, faut organiser les choses, et puis à un moment, on disparaît en plus. C'est ça qui est très dur. C'est-à-dire que le process était un peu long, hein, c'était quelques mois quand même et il a fallu réorganiser la boîte parce que moi et la directrice générale, de Mappy, on passe en mode sous-marin quoi et malgré tout, il faut quand même, piloter la boîte, donc il faut beaucoup, beaucoup plus déléguer, ce qui était plutôt pas mal. Et puis après, c'est bien préparer, cette arrivée de l'autre côté, pour nous. Mais bon, à la rigueur, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que je crois que tu as d'autres questions, puis je vais laisser un peu Quentin, raconter son histoire à lui. Juste pour rebondir Cyril rapidement, mais donc, ce que tu nous disais par rapport à tes équipes, donc, tu les mettais au courant ou c'était juste, voilà, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais, parce que j'imagine que quand tu délègues, forcément les gens doivent se douter qu'il se trame quelque chose? Bah, voilà et puis, faut lutter contre la radio moquette également. Et encore une fois, on était dans un groupe qui prenait vraiment très cher, vis-à-vis du Covid, qui a dû se réinventer un peu à ce moment-là. Donc il y avait aussi une peur, que c'était quelque chose de plus grave. Nous, il fallait qu'on explique qu'effectivement on était en ce moment avec des discussions sur des gens qui allaient investir de l'argent dans Mappy. Il y avait plein de choses qui étaient ouvertes, mais je crois que la phrase qu'ils ont le plus entendue, parce qu'ils nous disaient: «Mais ce process-là, où il en est où?» Je crois qu'on a dû raconter: «Ça avance» à peu près 843 fois. Et voilà, c'était super frustrant parce que beaucoup de choses sont basées sur la confiance. Et là, tu leur expliques pourquoi tu ne peux pas le faire et pourquoi tu peux pas expliquer ce qui se passe. Et malgré tout, tu dois lutter contre les rumeurs, les ragots, les peurs, voilà. Bien sûr. Et en plus de ça, toi-même, tu as une grosse, grosse, grosse pression parce que j'ai vu ça sur d'autres boîtes qui se sont vendues. Le fait que tu sois tellement impliqué dans ce process, tu es obligé d'arrêter plein de choses. Et si ce process s'arrête, parce que voilà, je sais pas, à un moment, l'acheteur décide d'arrêter, il y a un vrai risque pour la boîte. Donc toi-même, tu dois rassurer les gens tout en ayant une pression très très forte et en gardant un peu le En poker gardant face, le quoi. cap, Voilà, c'est ouais, c'est ouais. ça qui est pas facile. Il y a des vrais enjeux aussi derrière, Ah oui? OK, OK. Et toi, Quentin, justement, est-ce que tu peux nous faire ton retour aussi et nous parler un petit peu de ton ressenti, comment tu l'as vécu sur cette levée de fonds, donc je répète, de 110 millions d'euros de Back Market? Ouais, une levée de fonds, c'est la continuité de l'histoire, j'ai envie de dire, parce qu'on est toujours dans une, démarche de croissance, d'acquisition des marchés, de pénétration des marchés et cetera. Donc, nous, c'est pas la première. On en a déjà fait, quelques-unes avant. Celle-là, évidemment, le montant est record. Pour nous, déjà, comment ça se vit de l'intérieur, une levée de fonds? Bon, déjà, qu'est-ce qui trigger une levée de fonds? En moyenne, on essaye toujours d'avoir, 18 mois de cash d'avance. Si on en a moins, le risque, c'est justement de ne pas réussir à lever des fonds et de ne pas avoir une bonne valeur parce que finalement, chaque jour qui passe, quand vous n'avez plus de trésorerie, fait que la valeur de votre boîte va baisser et qu'on vous fera une offre un peu au rabais. Donc l'idée, c'est toujours de trouver le sweet spot entre maximiser la valeur de la boîte et en même temps anticiper un minimum pour être sûr d'avoir de la trésorerie devant en cas de no deal. Donc nous, c'est toujours quelque chose qu'on suit de près, qu'on trigger, et après, on va essayer d'être quand même relativement transparent avec la société. Donc on va annoncer à tout le monde qu'on part en roadshow, qu'on va chercher des fonds, et on explique à tous les salariés le processus, comment ça se passe, comment on séduit des fonds, comment on les rencontre, puis le processus, effectivement, tu en parlais, de la due diligence, de tout ce qui va se passer, et cette énième frustration de tant que rien n'est signé, quand bien même les discussions sont bien avancées, on ne peut rien dire parce que même le jour où on a une date de signature, le deal peut s'arrêter en pleine nuit. Donc on a bien appris toutes ces choses-là et on évite de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cela dit, on fait quand même énormément de pédagogie pour que les gens n'aient pas de toxicité ou d'inquiétude et qu'on puisse les rassurer
sur ce processus et aussi comme on a donné des actions à tous les salariés, qu'on leur explique leur impact pour eux, pour leur BSPCE, la valeur qu'elles vont prendre, etc. Et ils sont toujours ravis de voir le multiple avant et après la signature. Donc ça, c'est important, de la transparence pour nous, l'explication, de la pédagogie. Derrière, il y a quand même le but, et Cyril, tu le disais vraiment à juste titre, le but, c'est de pas créer du défocus en interne. On va juste chercher un chèque. On n'est pas en train de revoir la stratégie business, produit, etc. On est toujours en itération, en train d'avancer et on va pas changer le cap. C'est juste vraiment la continuité de l'histoire et saupoudrer, j'ai envie de dire, d'une grosse pointe d'ambition qui va avec le chèque, quoi. Donc ouais, quelques personnes, on a une team qui est dédiée aux levées de fonds, qui vont effectivement de la finance aux opérations en passant par la tech, continuer le process et répondre éventuellement aux questions. Moi, sur la partie tech, j'ai l'impression quand même qu'il y a un prisme de pragmatisme, c'est-à-dire que on n'est pas vraiment challengé sur la partie tech avant la due diligence parce que une boîte qui marche, on suppose que l'intendance suit derrière et donc la tech et tout tourne en fait et qu'il n'y a pas vraiment de problème. Sur la partie tech, on a été vraiment plutôt consulté lors de la due diligence pour vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette ou pas de cadavre sous le tapis, mais ce qui n'était pas vraiment le cas. Et après, effectivement, on va mettre les experts en face pour pouvoir rassurer les investisseurs et répondre à toutes leurs questions. Mais c'est un exercice de plus, j'ai envie de dire. Voilà, après nous, ils le savent, quoi. On leur dit, tu vas rencontrer un investisseur, voilà pourquoi, etc. Donc ça se passe relativement bien. Donc voilà, et puis après, une fois que la due deal est passée, reste cette fameuse date de la signature, et c'est vrai que pour nous, c'était une sacrée expérience parce qu'on voyait une discussion avancer courant février, on voyait le confinement pointer le bout de son nez au fur et à mesure, et on a signé quasiment la veille du confinement. Donc pour nous, c'était un peu stressant, on avait peur qu'il y ait un deal breaker parce qu'on savait que derrière un confinement, il y aurait une chute de la bourse, et une chute de la bourse, c'est évidemment nos investisseurs qui sont en première ligne qui vont subir les dégâts, et il est possible à ces moments-là que d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est produit dans certains fonds, hein, qui passent des consignes de friser les budgets, d'arrêter les investissements en attendant que ça se stabilise et de voir quel est le degré d'amplitude des dégâts qui peuvent se faire. Donc on était ravis de signer, tous un petit peu en se dévisageant et en dévisageant les gens qui avaient le nez qui coule en étant sûr qu'ils n'aient pas le Covid, quoi. Mais tout s'est bien passé, on n'a pas fait un cluster d'investisseurs ou quoi que ce soit, et on a réussi à signer à temps, ce qui nous a pas mal rassuré sur la suite parce que contrairement aux autres, on a abordé la crise du Covid au moins avec du cash sur le compte en banque, ce qui était déjà un bon premier poids, et après on saupoudre d'intelligence collective, d'efforts et de talent, et on a réussi finalement à naviguer entre ces eaux troubles, j'ai envie de dire. Ouais, c'est super. Ouais, c'était quand même un beau challenge, et le timing était assez impressionnant. Alors, il faut savoir que que l'on arrive déjà à la fin de ce podcast. Donc, je vais quand même, vous poser, une dernière question au sujet de justement vos challenges actuels. Si vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que là, on a fait un tour, de 2020, et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de savoir, comment va se passer 2021 pour vous, ce que vous avez à l'esprit et dans votre roadmap, chacun de votre côté. De notre côté, déjà, on a un grand groupe à intégrer, parce qui connaît un petit peu le transport en commun, donc il va falloir qu'on accélère franchement de ce côté-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une révolution en marche, mais elle va en fait, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est-à-dire que c'est un espèce de rouleau compresseur que nous on voit, que les gens, encore une fois, voient un peu parce qu'il y a quand on habite dans une grande métropole, on voit, des nouveaux modes de transport qui arrivent et cetera. Mais là encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements qui se fait sur la convergence, et c'est là où nous on doit beaucoup travailler. Donc c'est-à-dire on doit travailler sur, comment, maintenant arriver, sur, faire des applications qui soient, alors pour nous et pour, la RATP, parce que maintenant on n'est pas tout seul. Enfin, pour nous c'est un gros changement, hein. Je veux dire, avant, Mappy, on était un peu autonome, dans notre groupe, qui était beaucoup plus axé autour des PME, et on était juste un média puissant, puisque nous on fait 12 millions de visiteurs uniques tous les mois, hein, malgré tout. C'est-à-dire, les gens qui viennent, ils aiment bien Mappy, ils repartent pas. Donc c'est plutôt un gage de qualité, on est content. Et là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé au cœur du réacteur, quoi. C'est-à-dire que soudain, la RATP était assez active sur pas mal de choses, parce qu'ils ne font pas que des métros, hein. C'est un groupe, ils sont à l'étranger, ils travaillent aussi sur cette course
de la mobilité servicielle, qui encore une fois est une obligation pour les territoires. Il faut que tous les territoires doivent le fournir. Donc maintenant, soudain du jour au lendemain, on a les territoires, les sociétés qui doivent maintenant aussi offrir des forfaits de mobilité à leurs salariés. Et du coup, c'est un sujet qui intéresse maintenant du coup tout le monde. Donc il y a une espèce de course auprès de tous les gens, tous les opérateurs de mobilité. Et nous, on va devoir travailler sur les GPS, on va devoir travailler sur ce qu'on appelle tous les algorithmes intermodaux, c'est-à-dire comment tu arrives à prendre faire du calcul d'itinéraire, non pas uniquement sur du routier, mais en combinant du routier, du transport en commun, des mobilités douces, mais ou voire du longue distance. Si je veux aller, je sais pas moi, à Marseille, du coup, il faut que j'aille à la gare à la gare de Marseille. Comment je me rends à mon point d'arrivée, et tout ça avec en même temps avec des gens qui sont répartis partout, et d'avoir un seul billet et un seul paiement. Tout ça pour nous, c'est voilà le paiement. Nous, on était vraiment des gens très balèzes dans tout ce qui était algorithmie et big data. Et maintenant, il va falloir aussi qu'on se plonge avec nos nouveaux collègues dans tout ce qui est billettique, paiement, et puis tout ce que connaît sans doute Quentin, parce que nous, on manipulait pas d'argent, on manipulait essentiellement des algorithmes. Soudain, voilà, c'est que voilà, on commence à avoir ces trucs-là en place. C'est au niveau de la sécurité, au niveau de la qualité, parce que et du SAV, c'est des choses que voilà, on connaissait pas beaucoup, et qu'il va falloir découvrir à vitesse grand V, quoi. Le grand projet 2021, de Cyril. Et toi, Quentin, de ton côté, du coup, chez Back Market? Ouais, moi je dirais, bah, à la louche, hein, on a 3 grandes priorités, plutôt d'un point de vue business, mais la tech est relativement proche des mêmes enjeux. Le premier, c'est Deus. On est vraiment en train de craquer le marché allemand et américain. Donc ça, c'est vraiment notre top prio de cette année, c'est de faire grossir ces marchés aussi gros que notre marché français. Le deuxième priorité, ça va être de planter des graines de nos futurs relais de croissance, donc ouvrir des pays. On a 9 pays à ouvrir cette année, en faisant des grands écarts un petit peu sur les 3 continents américains, asiatiques et européens. Donc ça va nous prendre pas mal de temps. Et le dernier enjeu, c'est le CARE, tout ce qui est autour de la satisfaction client. Comment améliorer la qualité des produits en accompagnant mieux les industriels dans leurs process, dans les pièces qu'ils utilisent, mais aussi comment on améliore l'expérience client. C'est-à-dire quand un client a un problème, finalement, il n'aura pas de problème. Donc comment on leur permet de trouver des solutions à leurs problèmes, comment on réduit le taux de contact et comment on améliore le temps pour résoudre un ticket. Et puis après, sur la partie tech, les enjeux, c'est toujours le scale humain, hein. On est 150 aujourd'hui. Le but, c'est de doubler l'équipe d'ici la fin de l'année. Et donc d'adapter la stack à cette équipe qui grandit. Pas mal d'enjeux, quoi. Pro programme chargé pour Back Market aussi en 2021. Super. Et ben écoutez, merci beaucoup à vous 2 pour ce podcast Tech Rocks. On arrive donc à la fin. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Et encore une fois, je reprécise aux auditeurs et auditrices, hein, de ne pas hésiter à nous partager vos retours sur ce podcast, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Super, merci Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci.